Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. L'immigration noire africaine en question. Chapitre 1. De l'illusion d'un certain type de développement aux flux migratoires. À la fin de l'emprise coloniale, de nombreuses nations africaines ne comptaient dans leur rang, en guise de cadres, que des théologiens formés par le soin des colonies et appelés à entretenir la flamme civilisatrice. En 1960, 17 pays obtiennent leur indépendance et inscrivent dans leur stratégie d'évolution l'acquisition du savoir et la formation de leurs propres cadres dans plusieurs domaines d'activité. À la suite d'un manque criant de structures et de formateurs, il fallait chercher la solution en se tournant paradoxalement vers les anciennes colonies, en l'occurrence la France, la Belgique, le Portugal, l'Italie, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Plusieurs ressortissants d'Afrique noire eurent l'opportunité de bénéficier qui d'une bourse d'études de longue durée, qui d'un programme de perfectionnement de courte durée en Europe. Nombre de ces bénéficiaires étaient issus des familles des notables ou proches des nouveaux dirigeants au pouvoir. Une élite non réconciliée avec elle-même. Quelques années ont suffi pour que l'Afrique et ses cadres formés dans quelques branches, comme la bureaucratie, commis de l'État, comptable, la médecine et l'enseignement. Il y a eu très peu de chercheurs formés, d'économistes, d'ingénieurs des mines ou des ponts et chaussées, de mécaniciens en automobile, de techniciens et autres charpentiers. Le retour des cadres dans une Afrique nouvelle ne fut pas prometteur. Peu nombreux, ils se retrouvèrent dans un continent à la démographie galopante, sans équipement et qui plus est, sans personnel ou moyens de maintenance de quelques machines importées d'Europe. Leur seul choix fut de briller plus par des luttes d'influence et la quête de postes lucratifs, que par l'engagement et le dévouement à la cause et aux besoins des populations. Il est aisé de dresser de nos jours le même constat qu'il y a une quarantaine d'années. La quasi-inexistence de cadres responsables sur le continent noir est manifeste. L'Afrique se contente d'une élite non réconciliée avec elle-même, piégée par le complexe d'infériorité et à l'état d'esprit nourri des influences du système colonial. Dans les années 60, le continent noir a compensé son insuffisance en matériel et en effectifs qualifiés en recourant à l'importation des biens d'Europe et en employant des expatriés en assistance technique. Sur le modèle du fonctionnement occidental. Au fil des années, le courant migratoire estampillé formation des élites s'est asséché au profit d'autres priorités d'une Afrique nouvelle, placée devant des dilemmes de taille. Le développement inspiré du modèle des anciennes colonies et la course aux armements devenaient prioritaires. Le seul choix consistait à vite singer ses premiers maîtres et à devenir comme eux, en bâtissant les nations sur un système occidental de gestion, et ce dans tous les domaines. En effet, la majorité des États africains se sont tous dotés de modèles de fonctionnement calqués sur l'Occident, constitution, administration, enseignement, mode de vie. Aujourd'hui encore, une partie du continent continue d'utiliser le franc des colonies imposé pendant la colonisation. Le franc CFA est toujours soutenu par la Banque de France. La langue de travail reste le français ou l'anglais, plus explicitement la langue officielle. Il devenait urgent d'acheter des armes, qui plus est de s'endetter pour en acquérir de vieilles de la Deuxième Guerre mondiale dont les Occidentaux ne voulaient plus, face aux nouvelles menaces HE accent aigu GE accent hégémonique dites guerre froide et face à la hantise de l'attaque d'un pays voisin. Des armées africaines entières ont vu leurs militaires formés dans des écoles encadrées par des officiers occidentaux. Absence de vision, manque de tout. Le développement proposé par l'ancien colonisateur, amorcé déjà dans les années 60, et la course aux armements ne furent pas les meilleures clés de progrès pour l'Afrique noire. Cette dernière venait de rater, dès les premières heures de son indépendance, la mise en œuvre de plusieurs priorités, à savoir la valorisation d'une ligne de travail essentiellement africaine caractérisée par des stratégies de développement endogènes, la défense de ses propres valeurs culturelles, l'emplacement des structures sanitaires et scolaires appropriées jusque dans les coins les plus reculés des pays, des écoles avec en toile de fond du matériel didactique ou pédagogique adéquat, des programmes d'alphabétisation en faveur des populations analphabètes ou des systèmes hydrauliques propres à fournir ces populations en eau potable, la maîtrise de moyens de communication viables,
principalement les réseaux routiers en mesure de favoriser des échanges entre les habitants de différents États, la création et l'application de programmes devant assurer l'autosuffisance alimentaire par une meilleure exploitation des terres disponibles. Le PIB par habitant continue de diminuer, tandis que de son état d'autosuffisance, l'Afrique est devenue importatrice de produits agricoles. L'encadrement d'une certaine élite pour la naissance d'une classe d'hommes politiques intègres, la gérance de l'omniprésence des antagonismes entre des tribus, des ethnies ou des régions différentes qui restent des freins à l'émergence de la conscience nationale, la recherche des solutions face à un nationalisme qui tue et continue de tuer l'hospitalité et la solidarité légendaire de l'Afrique, laissant apparaître des attributs de la xénophobie et de l'intolérance entre les populations des pays voisins. Des efforts en vue de l'avènement de la démocratie qui passent par la sortie des masses populaires de l'ignorance grâce à leur instruction et leur information sur leurs devoirs et leurs droits, etc. Dans ce constat désolant, le Nord a sa part de responsabilité. Il ne s'est jamais autant barricadé dans un processus de protectionnisme laissant entrouvert un petit espace d'entrée et de sortie lui permettant de répondre à ses propres besoins, exploitation en Afrique, des matières premières et aux problèmes de vie de ses sujets, accroissement de l'aide alimentaire, certes pour sortir le Sud de sa pénible situation de survie, mais en contrepartie transport de ses excès de déchets vers le Sud. Des solutions peu suffisantes pour sortir de la marginalisation. Certains analystes économiques l'ont démontré sur la base de plusieurs études. Le développement africain calqué depuis de longues années sur le modèle occidental a échoué. En attendant, d'autres alternatives aux énoncés multiples émergent par lesquels chaque nation essaie, non sans peine, de contrôler son histoire sans se référer à celle d'un Occident paternaliste, pris dorénavant comme un partenaire. Certes, l'argument « les malheurs de l'Afrique sont nés du colonialisme rabâché à tout bout de champ » reste chez certains un ressentiment devenu une excuse pour l'inaction, mais une inaction qui cède du terrain en certains endroits à l'optimisme. Des paradigmes existent et sont susceptibles de poser le problème africain et d'apporter des solutions autrement que par le passé. Des idées ou des plans concrets sortent des tiroirs et tiennent compte des populations concernées dans toute la complexité de leur dimension humaine. Il est vrai que régulièrement de grands plans de sauvetage sont mis sur pied, notamment via l'Union africaine. Qu'il s'appelle le Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique, c'est-à-dire NEPAD, l'économie informelle, les projets de société participatifs, etc. Cet autre type de développement avance petit à petit et a l'ambition de sortir tout un continent de la marginalisation dans laquelle il a été précipité et confiné. Beaucoup reste à faire pour diverses raisons. En effet, l'attente de résultats concrets est hypothéquée par certaines questions liées au manque de vision voire de stratégie. L'Afrique noire reste malgré elle étranglée et ceux qui comptabilisent son marasme se retrouvent dans tous les secteurs de son fonctionnement, dans son pillage par tous les bouts. La personnalisation du pouvoir, la militarisation des régimes, l'appui aux dictateurs qui bloquent l'espoir de s'en sortir, les ventes d'armes favorisant les guerres civiles, l'hémorragie financière que provoque le remboursement de la dette aux bailleurs de fonds, absence de démocratie, le règne des partis uniques prêts à exterminer sauvagement toute voie anticonformiste, l'impuissance face aux fluctuations des cours des matières premières, etc. En définitive, le mal de l'Afrique noire est une tête à deux visages, l'absence de stabilité, caractérisée par des menaces entre États, des coups d'État ou des guerres épisodiques fratricides, indispensables à la bonne gestion et à l'utilisation efficace des ressources humaines et naturelles disponibles, le maintien dans une position de soumission extérieure avec en toile de fond le pillage de ses ressources naturelles et l'omniprésence du néocolonialisme. À lui seul, l'exemple du pétrole fait réfléchir et interpelle les opinions publiques. Les réserves de pétrole d'Afrique s'élèveraient à 90 milliards de barils et représenteraient 7,4% du total mondial. Le continent fournit 11% de la production mondiale, et l'on prévoit une croissance de 57% de cette production sur les 5 prochaines années. On estime également que les exportations nettes de pétrole et de gaz africains doubleront dans les 15 prochaines années. Au cours des 5 dernières années, les découvertes de nouveaux gisements en Afrique ont dépassé celles de toutes les autres régions du monde. 4. En attendant mieux, la solidarité internationale.
Ce serait une étude à part de démontrer par quelle stratégie l'Occident souffle sur les braises et entretient un feu couvant à petit feu pour la démolition de tout un continent étranglé par le dumping, prix en dessous des coûts de production, et l'absence de règles de commerce international justes et équitables. Il est vrai que, pour trouver des solutions aux problèmes africains, on colmate les brèches et on prend des mesures provisoires. Les plus optimistes croient que cette démarche est la panacée et que c'est mieux que rien. Un exemple, on constate un peu partout en Suisse qu'une partie de la population est sensibilisée aux inadéquations du commerce nord-sud. Elle change ses habitudes d'achat en soutenant les actions proposées par les magasins du monde et quelques associations engagées dans le changement des règles du commerce international. L'action et l'engagement de ces organismes contribuent à l'essor du commerce équitable assuré par les deux principales organisations d'importation de produits alimentaires et d'artisanat certifiés, que sont Claro, anciennement OS3, et Caritas Fairness Handel. Les produits en provenance du Cameroun, du Congo, de la Tanzanie et de l'Ouganda sont de plus en plus disponibles dans les assiettes suisses et permettent à plusieurs artisans et ou petits commerçants noirs africains de faire reconnaître leur travail et de nouer les deux bouts. Mais ces actions ne suffisent pas même si elles sont des terrains privilégiés, d'où émerge la naissance d'une conscience européenne. L'amélioration du sort de quelques personnes choisies au hasard ne saurait effacer le drame des millions de personnes dans le besoin qui ne sont ni artisans ni petits commerçants. En attendant mieux, l'exil. Pendant de longues années encore, hélas, l'Afrique noire ne pourra que se contenter de grandes orientations, de discours de développementistes et théoriciens de tous bords avec au bout très peu d'actions concrètes. Le continent sera sous perfusion d'un paternalisme déguisé en plusieurs vocables savamment mis en exergue et appuyés par des Noirs africains, de service, les plus en vue étant la francophonie, ambassadrice de l'hégémonie française dans le monde. Elle est non seulement une forme d'emprise et du rayonnement de la culture française en Afrique noire, mais également elle imprime une orientation marquée par la France à la culture africaine, empêchant certaines langues africaines émerger véritablement. La solidarité, de quelques organisations humanitaires gangrenées par des arrivistes de tous bords, et des actions spontanées de développement gérées par des opportunistes éclairés. En observant les différentes raisons de l'immigration noire africaine en Suisse, on admet la thèse qu'elle résulte d'éléments interdépendants, internes ou externes, que ni l'aide humanitaire ni la politique internationale ou nationale n'ont jamais réussi à remplacer. Elle est la conséquence du mauvais développement économique de l'Afrique noire et d'une absence de répartition équitable des ressources de l'humanité, cause de l'endettement et de la baisse du niveau de vie en Afrique. Les solutions proposées à cet effet le seront toujours dans les limites des pays industriels, loin de toute réflexion nouvelle et d'un cadre international de prise des décisions où les pays fournisseurs d'immigrés seront associés. Chapitre 2. Des années 70 à nos jours. Les traditionnelles définitions de l'immigration étrangère en Suisse des 30 dernières années ne semblent plus résister aux réalités internationales actuelles. Si dans l'entre-deux-guerres et dans les années suivantes, la Suisse a accueilli prioritairement des immigrés venus de l'ère culturelle européenne, les années 1970 à 1980 ont vu cette tendance s'élargir au cercle d'un nouveau type d'immigrés, les Noirs africains. Au vu de la misère sans cesse croissante et d'un avenir sombre dans leur pays, ils sont contraints à l'exil vers les pays riches à la recherche de bonnes perspectives de vie et d'intégration sociale et professionnelle. Ils sont de tous les âges, adultes, jeunes et enfants. Parmi eux, on observe des cas de plus en plus nombreux d'enfants isolés en quête d'asile. Ils quittent l'Afrique à la suite d'un conflit, des violations flagrantes des droits de l'homme, de conditions difficiles de vie, de l'image idyllique de l'Europe que véhiculent les médias ou les membres de la communauté ethnique déjà installés, vedettes de musique ou sportifs par exemple, ou du seul fait qu'ils viennent de familles dont les parents sont des activistes politiques. Ils arrivent en Suisse par diverses filières, la plus traditionnelle étant l'avion, via les grands aéroports européens voire suisses. D'aucuns bénéficient des appuis et des services de passeurs, moyennant de substantiels dividendes. Quelques-uns peuvent gagner directement et légalement la Suisse, qui avec des documents officiellement établis, c'est le cas des artistes de cabaret et des sportifs munis de passeports, d'une invitation grâce à laquelle ils ont obtenu des visas,
des billets d'avion légalement établis, qui avec des noms d'emprunt, c'est le cas de certains requérants d'asile. À ce sujet, l'auteur Jörg Frieden écrit « Les requérants d'asile, qu'ils se fassent ou non aidés par les passeurs, semblent entrer majoritairement en Europe par la voie maritime, à travers la Méditerranée, puis l'Italie ou l'Espagne. Ils auront traversé le Sahara en transitant par le Niger soit par le Mali, ou auront remonté progressivement la côte ouest africaine à bord de toutes sortes d'embarcations. Ce voyage peut prendre des mois, voire des années. » Les sbires de Mobutu en Suisse. Régulièrement, la Suisse prend des mesures pour dissuader de nouveaux arrivants sans succès. À l'instar d'autres pays européens, elle reconduit régulièrement ses immigrés chez eux. Citons un cas rétrospectif, paru le 21 mars 1982 dans les colonnes du journal suisse Le Matin sous le titre « Les sbires de Mobutu en Suisse ». Une déclaration de la justice vaudoise sonnait le tocsin. C'est toujours la même chose, on les expulse et ils reviennent sous un autre nom. Ils ont tellement d'identité qu'ils ont toujours un casier judiciaire vierge. Constatation ou preuve, ces propos rendaient compte à l'époque d'une situation certes grave mais qui interroge de nos jours. Des Noirs africains utilisent des faux papiers d'identité pour fuir les dictatures. On le sait, à l'issue de longues enquêtes, le département fédéral de justice et de police procédait le 3 novembre 1985 à l'expulsion d'une cinquantaine de sujets congolais, ex-zaïrois, vers leur pays. Ce refoulement avait suscité une vive controverse dans l'opinion publique eu égard aux conditions de voyage musclées offertes aux personnes concernées, menottes aux poignets, et aux informations faisant état de leur froide exécution, une fois à Kinshasa, par les services de sécurité de Mobutu. À cette période, les mouvements de solidarité suisse chargés de leur défense opposèrent aux griefs formulés par la justice vaudoise certaines raisons liées à la situation chaotique du Zaïre. Il faut avouer que le flux migratoire non contingenté, celui d'Afrique noire, s'est mis en route bien avant les mesures de limitation de la main-d'œuvre décidées par une Suisse présente dans un monde foncièrement interdépendant. Autrement dit, le mouvement migratoire des populations noires d'origine africaine vers la Suisse reste lié aux conditions de vie non satisfaisantes sur le continent africain, n'en déplaise à la politique instituée un peu partout en Europe, qui essaie de freiner sinon d'endiguer ce mouvement. Dans les années 60, la Suisse a bâti sa croissance en important une main-d'œuvre immigrée. Au-delà de cette période, la course à l'inflation et les nouvelles données économiques mondiales imposèrent au pays une nouvelle politique d'immigration. L'importation de la main-d'œuvre étrangère non qualifiée fit peu à peu place à la baisse des effectifs étrangers, principalement dans le souci d'aider les entreprises locales à mieux se structurer sur le plan du capital. Le système de contingentement d'autorisation de travail fut institué et renforcé, ce qui aboutira, dans les années 70, à des mesures administratives on ne peut plus restrictives. Interdiction fut faite aux entreprises de remplacer tout travailleur étranger mis en congé. Priorité d'embaucher fut donnée aux autochtones. Dans tous les cas, les étrangers n'eurent droit au travail que selon les quotas préalablement discutés avec les cantons. Cette politique entrait dans la logique d'une vision globale de l'emploi soutenue par les pays européens, dans le cadre d'une limitation du nombre de la main-d'œuvre étrangère sur leur territoire. Aujourd'hui, cette opération ne semble plus fonctionner qu'au forceps et grâce à des mesures de renvoi musclé des indésirables. Chapitre 3. Prépondérance de la motivation des migrations. L'attrait d'un revenu qui soit en mesure de répondre à ses besoins reste en général l'explication primordiale des raisons d'immigrer du noir africain en Europe. Il arrive en Suisse par un pur hasard de circonstances dans sa quête d'un lieu européen où il peut recouvrer ses droits, même les plus élémentaires, bafoués chez lui, et gagner de l'argent. Le rôle joué par l'argent que reçoit la famille restée au pays, d'un proche installé en Suisse, a créé l'image de l'exilé africain nanti. C'est cette illusion qui pousse des familles à s'endetter pour envoyer un des leurs en Suisse. Plus tard, elles pourront compter sur lui pour casser leur faible niveau de vie. Ces dernières années, la présence noire africaine s'est manifestée non seulement dans le monde du travail, mais également dans les milieux des études, de la diplomatie ou de l'asile politique. Cette présence se maintient à un niveau plus ou moins important. Certes, elle est sujette à un accroissement ou à une diminution plausible du nombre aussi bien des hommes que des femmes.
Mais on ne peut pas prétendre que le nombre des Noirs africains en Suisse représente une cohésion permanente, comme par exemple celle des Maghrébins en France, des Angolais au Portugal, des Congolais en Belgique ou des Éthiopiens en Italie pour des raisons historiques. On ne peut pas parler de l'immigration noire africaine en Suisse en concurrence avec l'immigration d'autres communautés non africaines embauchées, à partir de leur pays, pour de grands chantiers de travail, qu'à des Italiens. La Suisse n'a pas de passé historique semblable à des pays, qui comme la France, ont procédé à la mobilisation de troupes africaines pendant les dures périodes de guerre. Elle n'a pas enregistré dans son histoire passée, d'utilisation en masse d'une main-d'œuvre africaine non qualifiée dans les travaux les plus rudes. Industrie, chantiers divers, principalement le rail et le bâtiment, etc. En dépit de cette excuse, le cliché veut que la blessure de la colonisation n'épargne pas le Suisse qui, dans l'imagerie collective des Noirs africains, reste le blanc par qui quelques malheurs de l'Afrique sont arrivés. En effet, la colonisation a tellement laissé de traces qu'elle est encore érigée en frontière entre les peuples. Plus forte est l'image de la culpabilité à peine perceptible des uns, les Européens, et la vengeance des autres, les Noirs africains. Résonnent encore en moi ces mots d'une jeune Angolaise de Bâle, la vingtaine à peine, non dénuée de fondement. Nous venons ici pour faire payer aux Blancs le mal qu'il nous a fait. Aujourd'hui, il existe des scandales liés à l'accueil trop discret des banques helvétiques, des fonds publics détournés par Duvalier, Marcos, Mobutu et consorts qui devaient servir à nos populations. À une période de l'histoire suisse, un certain Mobutu Sese Seko avait reçu un visa humanitaire accordé par les autorités fédérales quand il devait subir une intervention chirurgicale à Lausanne visant à soigner un cancer de la prostate. Pourquoi l'accueil des uns et pas des autres ? En fait, dans les milieux noirs africains, on se plaît à rappeler que des zones d'ombre subsistent s'agissant du rôle joué par la Suisse dans la traite négrière au XVIIIe siècle, ou des rapports entretenus et soutenus entre la Suisse et l'Afrique du Sud pendant la dramatique période de l'apartheid. On le sait, fondée en 1998, l'ONG Jubilé 2000 réclamait l'annulation des dettes de l'Afrique du Sud datant de l'époque de l'apartheid. Elle dénonçait l'action des banques qui, par leurs prêts et investissements, par les achats suisses d'or sud-africains, avaient financé ce régime, lui permettant de survivre aux sanctions de l'ONU. Les enquêtes d'organismes internationaux le soulignent. La Suisse a entretenu des relations économiques avec l'Afrique du Sud de la fin de la Deuxième Guerre mondiale à l'abolition officielle du régime de l'apartheid en juin 1991. À la suite de la création du pool de l'or par les trois grandes banques suisses en 1968, le marché international de l'or assurait son déplacement de Londres à Zurich. Le pool écoula certaines années, plus de la moitié de la production sud-africaine sur le marché international. Début 2000, des noms de familles helvétiques figurant dans les annales du commerce triangulaire furent cités par Hans Fassler. Dans tous les cas, on note à l'actif de la Suisse officielle, de temps à autre, des analyses des situations africaines, concrétisées par des actions susceptibles d'alléger le poids des souffrances de certaines populations. On dit la Suisse pays d'accueil des milliards de sous détournés par des dictateurs du monde, et on n'enregistre jamais d'initiative propre à endiguer cette tendance sous couvert du secret bancaire. Il suffit de se référer aux actions mises en place par la Suisse pour se rendre compte du contraire. Citons un exemple récent. Une autorité suisse se rendit fin juin, début juillet 2004 dans la capitale malgache pour auditionner quelques autorités de l'île soupçonnées de blanchiment d'argent. Un ancien premier ministre malgache aurait été arrêté, avant d'être libéré, pour détournement des deniers publics. Il aurait fait des transactions importantes sur ses comptes en Suisse. Ils ont été bloqués en attendant la conclusion d'une enquête des autorités. Actuellement, le mouvement de capitaux des dictateurs africains continue en Suisse, tandis que parallèlement on assiste à la hausse du nombre des immigrés d'origine africaine. La Suisse compte 1,5 million d'étrangers. On enregistre dans ce nombre, entre 1991 et 2002, une augmentation du nombre des personnes originaires des Afrique subsaharienne qui en 2002 se chiffrait à 39 392. 8. Le groupe le plus important est originaire d'Afrique de l'Est, Somalie, suivi de l'Afrique centrale, Angola, République du Congo et République démocratique du Congo, et de l'Afrique de l'Ouest, Guinée, Ghana, Nigeria. Parmi eux, on dénombre à peu près autant de femmes que d'hommes en majorité mariés,
qui vivent dans les cantons de Genève, Vaud, Zurich et Berne. Le chiffre susdit n'englobe pas les personnes de passage en Suisse ou détentrices d'un passeport suisse. Bien qu'en augmentation, le nombre des Noirs africains en Suisse reste très minime voire insignifiant par rapport au potentiel et aux mouvements migratoires en Afrique même, générés par le déséquilibre de la croissance démographique, le processus d'urbanisation et de modernisation culturelle, la fréquence des conflits armés et civils, les tensions voire les guerres ethniques, la dictature ou la libre circulation des personnes. 130 millions d'êtres humains, soit 2% de la population de la planète, vivent éloignés de leur lieu de naissance. Les pays pauvres accueillent une large majorité d'entre eux. Tandis que l'Europe et l'Amérique du Nord en abritent chacune près de 15 millions, l'Afrique en compte 35 millions rien qu'au sud du Sahara. Ils vivent une présence rotatoire. Autre fait signifiant, on ne peut pas parler du rassemblement le plus significatif, numériquement, des Noirs africains employés pour telle ou telle communauté de service en Suisse. En petites équipes, disséminés dans différents secteurs économiques d'emploi de la main-d'œuvre, ou comme étudiants, artistes, commerçants, psychologues, indépendants, sportifs, diplomates, demandeurs d'asile. Ils vivent une présence rotatoire où les motivations s'entremêlent aux quotas imposés par les personnalités officielles dans les règles du droit à la vie. Ils arrivent dans une Suisse qui a plutôt besoin d'une main-d'œuvre non qualifiée en provenance de l'ère culturelle européenne que de l'Afrique noire, d'une Suisse qui a ses propres problèmes de société et ses conditions de séjour. Ils arrivent dans une Suisse qui n'est pas en marge des inégalités marquantes des rapports entre blancs et noirs, exprimées non seulement par le colonialisme et l'esclavagisme, mais également par le racisme et la xénophobie. En effet, pour les Noirs africains, les Suisses ne font pas bande à part en ce qui concerne l'image projective qu'ont les Européens en général des Noirs, celle inventée par l'homme blanc à partir de son premier contact avec l'Afrique lors de ses conquêtes commerciales et religieuses. L'ethnocentrisme occidental a longtemps primé sur les valeurs culturelles africaines, tournant en dérision tout ce qui n'était pas blanc. Difficile de balayer d'un revers de la main l'imagerie inventée sur l'homme noir depuis la nuit des temps. Cependant, on comprend difficilement que cette vision faite de stéréotypes n'ait pas été rectifiée au fil des années, étant donné les avancées technologiques qui ont facilité les rapprochements entre les peuples. Madame LL de Belmoun se montre plus explicite par ses propos. Je crois que les Occidentaux ont entrepris la classification des hommes en fonction de la couleur de leur peau. Il ressortait toujours que la supériorité revenait aux Blancs. Il fallait justifier l'infériorité des Noirs pour mieux les exploiter. C'est justement à l'époque de l'expansion coloniale que le colonialisme trouvait dans l'anthropologie sa justification. Alors que le Moyen-Âge n'avait pas eu de préjugés défavorables à l'égard des Noirs, la transplantation en Amérique des Noirs africains impliqua un changement d'optique considérable. En dépit de cette perception, au nom de la libre circulation des hommes, des Noirs africains parviennent à défier la réalité, non sans difficulté, et essaient de mettre de côté l'histoire du passé pour privilégier l'autre regard qu'ils ont sur la vie. Chapitre 4. Dénomination d'une race ou querelle autour d'un terme. Noir, homme de couleur, black. Simple querelle des termes ? On s'en doute, les idiomes désignant l'homme noir alimentent un débat passionné dans différents milieux. Ils reviennent dans le discours quotidien par leur approche quantitative, fondée sur la fréquence, le plus représentatif étant le mot black, devenu presque un générique, et le plus discuté étant le mot nègre. En effet, un beau jour, l'homme blanc a décrété que l'homme venu d'Afrique, du Brésil, des Antilles s'appellerait noir. Nombre d'Européens interrogés affirment être gênés d'utiliser ce terme. Cela tient à la définition qu'on en donne. Le Robert le définit explicitement de la manière suivante. Noir, qui appartient à la race des Africains et des Mélanésiens à peau très pigmentée. PE accent aigu J. Nègre. C'est aussi la couleur la plus foncée qui existe, où ceux qui pouvant être propres se trouvent salis. Qu'en disent les historiens ? Ce terme était ambigu dès l'origine du peuplement du Sahara, puisqu'Hérodote considérait ceux qu'il appelait Éthiopiens comme noirs, alors que leur morphologie les rapprochait plus des Berbères que par exemple, des Bantous. Mais tout repose sur la notion même de race. Le mot race aurait été employé pour la première fois dans son sens moderne par un certain François Bernier en 1684. Plus tard,
Des scientifiques devaient s'en emparer et l'utiliser massivement pour établir nombre de théories raciales, sinon ouvertement racistes. L'un des tout premiers en fut Buffon qui écrivit des Noirs, qu'ils ont en commun d'être grossiers, paresseux, superstitieux, stupides, débauchés. Ce fut au tour du Suédois Linné de faire la classification des groupes humains, selon leur couleur. Noir, rusé, paresseux, néglige, flegmatique. Il est gouverné par la volonté arbitraire de ses maîtres. 11. Le mot nègre, quant à lui, suscite des réflexes divers au sein d'une certaine opinion africaine. Il garderait une connotation péjorative parce qu'il renvoie aux souffrances et à l'oppression d'une époque, le temps des colonies. Il traduirait l'esclavage durement vécu dans des temps lointains, notamment par les nègres dits marrons. Le terme marron désignant le fugitif, nègre marron tiendrait du mépris. Négrier, traite, esclavage, blanc créole et marinage sont indissociables. Ce sont les éléments d'un système esclavagiste. Dès le début de la colonisation, l'adjectif marron chez les chroniqueurs français sert à qualifier les chiens ou les chats devenus sauvages, les pourceaux qui ont fui dans le bois. 12. Dans la diaspora, le dialogue avec les autres populations est possible. Ce n'est pas le cas de l'apartheid qui, comme en Afrique du Sud, martyrisait, tuait ou excluait les Noirs. Interdiction formelle de consommer dans des cafés tenus par les Blancs ou de prendre place dans les bus qui leur étaient réservés, interdiction de se baigner dans les piscines des Blancs, etc. La circonlocution l'homme de couleur renvoie, elle, à diverses interprétations. Ne m'appelez plus jamais homme de couleur. La réplique est courante dans les milieux africains de Suisse. Chez certains de mes interlocuteurs, homme de couleur évoque le mépris et peut blesser certaines âmes sensibles. Vu à travers le prisme déformant des colonisateurs et des médias, ces vocables ne susciteraient que des préjugés. Ils traduiraient les angoisses sociales vécues par le noir et auraient pour vocation d'atténuer ses blessures après les périodes fort marquées de l'esclavage. Un poète anonyme à l'humour certain y a ajouté sa touche de couleur significative. Lorsque je suis né, j'étais noir. Lorsque j'ai grandi, j'étais noir. Lorsque je suis malade, je reste noir. Lorsque je m'expose au soleil, je reste noir. Lorsque je m'enrhume, je reste noir. Lorsque je meurs, je suis encore noir. Mais toi, homme blanc, lorsque tu viens au monde, tu es rosé. Lorsque tu grandis, tu es blanc. Lorsque tu tombes malade, tu es vert. Lorsque tu t'exposes au soleil, tu deviens rouge. Lorsque tu t'enrhumes, tu deviens gris. Lorsque tu meurs, tu deviens violet. Et tu m'appelles homme de couleur ? Homme de couleur. Parle-t-on de l'homme sans couleur pour définir l'homme blanc ? Se demandait l'autre jour le Genevois Christian, un jeune fan du ragamuffin, ce style de musique connu, fait de superposition du rap et du reggae. Homme de couleur. Ce serait, semble-t-il, une trouvaille linguistique coloniale pour remplacer les vocables nègre, maudit, voué à l'asservissement, et évolué, au nom de l'idéologie civilisatrice, jusque-là utilisée. L'évolué, c'est celui qui doit porter des vêtements européens ou des guenilles à la dernière mode, adapter les choses dont l'Européen fait usage, ses formes extérieures de civilité, fleurir le langage indigène d'expression européenne, pour tenter de parvenir à un sentiment d'égalité avec l'Européen et son mode d'existence. Dans la vie quotidienne, l'évolué se sentait plus près des Blancs que des Noirs et marquait sa différence avec ces derniers. Dans certaines contrées africaines, le colonisateur... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.